La réception dans le jardin battait son plein quand je suis arrivé, avec des tonnelles blanches parsemant la pelouse impeccablement tondue où des serveurs en uniformes impeccables circulaient avec des coupes de champagne et des amuse-bouches raffinées devant au moins 60 invités se mêlant sous le chaud soleil de l'après-midi. C'était la célébration printanière annuelle de ma mère, Béatrice, plus grandiose et onéreuse que l'année précédente, et j'avais remarqué que la liste des invités était passée de 40 à 60 personnes tandis que le service traiteur était monté en gamme pour devenir prestigieux. Je l'ai repéré près du bassin en marbre, entouré de ses amis du club de bridge, des femmes en robes pastel et bijoux imposants, et des hommes en tenue décontractée mais de luxe. Elle portait une robe de créateur que j'avais reconnue lors de notre dernière sortie shopping avenue Montaigne, celle que nous avions vue chez Dior et qui coûtait 3800 €, je me souvenais qu'elle l'avait essayée en tournoyant devant le miroir et en disant qu'elle le méritait amplement. « Te voilà enfin » a-t-elle lancé en me voyant approcher, affichant un sourire crispé tout en me reprochant mon retard dû aux embouteillages parisiens, avant que son ami Dominique ne me dévisage. S'attardant sur ma simple robe en coton pour me demander si c'était vraiment ce que j'avais choisi de porter. J'ai répondu calmement que c'était confortable, ce qui a fait contracter la mâchoire de ma mère qui m'a fustigé à voix basse en me demandant de faire un effort devant ces gens importants, avant de se détourner de moi comme si je n'existais plus. Je me suis dirigé vers le buffet, échangeant des salutations polies avec des invités que je reconnaissais, la plupart issus du cercle social de ma mère, des femmes qui déjeunaient dans des restaurants étoilés et des hommes qui jouaient au golf dans des domaines exclusifs. Un monde dans lequel j'avais grandi mais auquel je n'avais jamais appartenu, préférant déjà enfant les livres aux réceptions et l'épargne aux dépenses futiles, ce que ma mère avait toujours trouvé embarrassant. Une heure plus tard, alors que je discutais avec l'un des maîtres d'hôtel de leur entreprise, ma mère est apparue à mes côtés pour me siffler à l'oreille ce que je fabriquais en discutant avec le personnel devant tout le monde, le visage empourpré par la colère. Elle m'a accusé de la couvrir de honte alors que je soulignais simplement l'excellence de leur travail, mais sa voix a monté, attirant les regards, et elle a hurlé que j'étais un embarras avant que sa main ne s'abatte violemment sur mon visage. Le bruit de la gifle a résonné dans tout le jardin, ma joue me brûlait et mes yeux se sont embués sous l'impact alors que 60 personnes nous fixaient dans un silence de mort, puis elle a hurlé de me voir partir, de sortir de sa maison sur le champ. J'ai touché ma joue brûlante, incapable de bouger un instant, puis j'ai ramassé mon sac à main sur la table voisine en disant simplement « c'est compris », avant de traverser la foule silencieuse, passant devant les visages choqués et les serveurs pétrifiés avec leurs plateaux. Je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi, la joue encore cuisante, et ce soir-là, assise dans mon appartement du 8e arrondissement, j'ai pensé au compte que je gérais depuis 7 ans, ce dont ma mère ignorait l'existence et surtout ce qu'elle ne savait pas que je finançais. Tout avait commencé à la mort de mon père qui lui avait laissé la maison mais presque rien d'autre, car son cabinet de conseil avait fait faillite 2 ans avant son décès, engloutissant leurs économies alors qu'ils tentaient désespérément de le maintenir à flot à coups de prêts bancaires et de dettes. L'assurance vie avait à peine couvert les frais d'obsèques et les dettes immédiates, laissant ma mère dévastée non seulement par le deuil mais par la réalisation soudaine qu'elle était ruinée, avec un prêt immobilier de 350 000 €, des taxes foncières de 14 000 € par an. 60 000 € de crédit à la consommation, un leasing automobile à 800 € par mois et sa cotisation au club privé à 15 000 € par an qu'elle jugeait indispensable à son rang social. Elle était venue me voir, désespérée, 3 mois après les funérailles, me suppliant de ne pas lui laisser perdre la maison qui était tout ce qu'il lui restait de mon père. À l'époque, j'avais 27 ans et je venais de réussir dans la tech en vendant ma première start-up pour 8 millions d'euros, une vente dont elle ignorait tout car elle ne s'était jamais intéressée à mon métier. Face à l'ampleur du désastre financier qui l'aurait conduite à la rue en 6 mois, j'avais décidé, via mon gestionnaire de patrimoine, de mettre en place un système de virements automatiques couvrant tout, crédit, impôts, charges, club de bridge, voiture et carte de crédit. Le tout provenant de comptes au nom de ma société de gestion. Ma mère recevait des notifications indiquant qu'un mécène anonyme avait créé un fonds de dotation à son profit, et elle n'avait jamais posé de questions, finançant pendant 7 ans son train de vie luxueux, ses réceptions et ses vêtements de créateur grâce à la fille qu'elle jugeait embarrassante. Pendant ce temps, j'avais continué à travailler, bâtissant ma deuxième start-up et faisant fructifier mes 8 millions pour en atteindre 40, mais ce lundi matin, avec la marque de ses doigts encore sur mon visage. J'ai appelé mon gestionnaire pour lui ordonner de stopper immédiatement tous les transferts automatiques concernant Béatrice Anderson. Malgré son hésitation, j'ai insisté pour que tout s'arrête le jour même, du crédit immobilier aux cotisations de club, avant d'appeler directement la banque pour retirer ma garantie de caution sur son prêt immobilier, sachant parfaitement que sans cela, elle ne serait plus solvable. J'ai passé le reste de la journée à résilier mes garanties sur ses cartes de crédit,
son leasing automobile de luxe et ses abonnements divers, démantelant en quelques heures le système de protection que j'avais mis 7 ans à construire. Mercredi matin, mon téléphone a commencé à sonner avec le numéro de ma mère que je n'ai pas décroché, me laissant un message vocal sur une erreur bancaire concernant son prêt, puis jeudi elle a appelé 6 fois sans que j'écoute ses messages. Et vendredi elle s'est présentée à mon bureau où la sécurité l'a conduite malgré ses cris sur une urgence vitale. Ma tante Agnès m'a envoyé un message disant que ma mère l'avait appelée en pleurant car ses comptes étaient bloqués, mais je n'ai pas répondu, passant le week-end à lire dans le calme. Le lundi suivant, mon gestionnaire m'a informé que les créanciers s'impatientaient, que son crédit avait été rejeté, que le club l'avait exclu pour impayé et que la société de leasing menaçait de saisir la voiture. Tout en précisant qu'elle avait engagé un avocat pour découvrir qui gérait le fonds. J'ai ri quand il m'a dit qu'il parlait d'abus de faiblesse sur personnes âgées, alors qu'elle n'avait que 62 ans et était parfaitement capable de gérer ses finances si elle vivait selon ses moyens, et j'ai confirmé qu'aucun accord verbal n'avait jamais existé. Le mardi, elle est revenue à mon bureau avec son avocat, mais j'ai refusé de les recevoir, menaçant de faire intervenir la police pour violation de propriété privée, et les jours suivants, les appels se sont multipliés depuis des numéros inconnus ou d'amis que j'ai tous bloqués. Jeudi, j'ai reçu par coursier une lettre de 3 pages de sa main, de plus en plus désespérée, affirmant qu'elle allait tout perdre et s'excusant pour la gifle en invoquant le stress, mais j'ai rangé la lettre dans un tiroir et je me suis remise au travail. Le vendredi, mon gestionnaire m'a appris que la procédure de saisie immobilière était lancée et que sa voiture avait été emmenée la veille, tandis qu'elle lançait une cagnotte en ligne en se présentant comme une veuve sans abri. Cagnotte qui n'avait récolté que 300 € car ses vrais amis connaissaient son train de vie. 2 semaines après la fête, tante Agnès m'a appelé depuis le téléphone de ma mère, me reprochant ma froideur alors que ma mère s'effondrait, mais j'ai répondu calmement qu'à 62 ans, on pouvait travailler et que perdre ce qu'on ne peut pas s'offrir s'appelle assumer les conséquences de ses actes. Agnès m'a traité de cruel, mais j'ai rappelé que la cruauté consistait à humilier et frapper sa propre fille en public, et j'ai raccroché. Un mois plus tard, ma mère vivait temporairement chez Agnès, cherchant un emploi dans la vente qu'elle n'obtenait pas, et elle m'a envoyé une dernière lettre par coursier disant qu'elle avait enfin compris que c'était moi qui payais tout depuis 7 ans et me suppliant de lui pardonner pour ne pas perdre sa maison. J'ai commencé à lui écrire une réponse cinglante, lui rappelant qu'elle n'avait jamais demandé d'où venait l'argent tout en me traitant d'embarras, mais j'ai finalement tout effacé pour envoyer un simple message disant que le fonds de soutien était terminé. Que j'ignorais qu'il avait créé et que je lui suggérais de consulter un conseiller financier. Elle a immédiatement répondu par un message furieux m'accusant de haine, et je l'ai bloqué définitivement. 6 semaines après la fête, la maison a été vendue aux enchères et ma mère a emménagé dans un petit appartement en périphérie, travaillant à temps partiel dans un grand magasin, tandis que ma nouvelle start-up entrait en bourse pour une valeur de 70 millions d'euros. J'ai acheté un plus grand appartement en centre-ville, fait des dons importants à des associations pour les victimes de violences domestiques et créé une bourse pour les femmes dans la technologie. Parfois, je passe devant son ancienne maison où vit désormais une jeune famille qui a installé une aire de jeu là où se trouvait la tente de réception. Mon gestionnaire m'a demandé si je regrettais ma décision, et j'ai répondu que je regrettais seulement de l'avoir assisté pendant 7 ans en lui cachant la réalité, pensant que l'argent pouvait acheter le respect ou l'affection. J'ai bâti mon succès en sachant quand un investissement n'était plus rentable, et ma mère était simplement l'investissement le plus difficile à abandonner, mais comme tout bon entrepreneur, j'ai appris à couper mes pertes car si elle m'a appris que l'amour est conditionnel. Je lui ai appris que le soutien l'est aussi, et nous avons toutes deux appris notre leçon ce printemps-là, à la différence que j'ai appris la mienne de mon plein gré.